Welcome in the second session of today's conference. We're going to follow a very, very interesting presentation by Laurent Riotor, entitled Territoire apprenant, un nouveau paradigme de développement rural durable, which is going to focus on the learning rural territories, a brand new notion, let's say, after the learning cities. We have come to discover the learning territories, and Laurent is going to inform us more about this very, very interesting idea. Ok, merci Aphrodite. Donc je vais faire cette présentation en français, je suis plus à l'aise, mais là, le PowerPoint est en anglais. Voilà, donc je voudrais partager avec vous donc ces enjeux autour des territoires ruraux apprenants, à la fois face aux crises, à la dépopulation, aux crises nombreuses que nous connaissons, mais aussi surtout revenir sur cette notion de territoire apprenant qui est peut-être effectivement un nouveau paradigme pour réfléchir au développement des espaces ruraux et notamment des espaces ruraux dépeuplés qui sont au cœur du projet Culte Rural. Alors, trois temps très brefs dans ma présentation. Un premier temps, donc, pour revenir un peu sur quelques idées générales à l'échelle de la France, et puis ensuite, je prendrai un exemple, et enfin, je dirai quelques mots plus général, des idées un peu plus générales sur ce que peut être aujourd'hui un territoire rural apprenant. Alors, à l'échelle française, d'abord peut-être dire de façon très générale que si l'on regarde, alors c'est un peu à la différence des cartes présentées par Martine tout à l'heure, si on regarde les territoires, les bassins de vie qui sont résilients, qui sont dynamiques, avec des critères très simples d'évolution positive de la population, d'évolution positive des emplois, avec des revenus un peu plus élevés que la moyenne, des taux d'emploi des actifs élevés, et puis surtout un autre critère que j'ai retenu, c'est la part donc des jeunes avec un diplôme, des jeunes de 20 à 24 ans avec un diplôme. Et donc, si on cumule ces différents critères, d'une part, on remarque, mais c'est assez bien connu dans la littérature, que plus on a de jeunes diplômés, plus le taux d'emploi est élevé et la médiane des revenus disponibles est également élevée. Il y a une corrélation entre le taux de diplômés et les revenus et le taux d'emploi. Mais au-delà de ça, voilà, si on cumule ces 5 critères, et vous avez là sur la carte à l'échelle française, voilà, des espaces, des bassins de vie, comme on dit en France, des petits territoires qui sont en vert ici, qui sont donc plutôt dynamiques. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a quasiment les 4/5 de ces bassins de vie dynamiques qui sont situés dans des zones rurales et qui représentent un quart de la population. 12% de ces bassins de vie dynamiques sont dans des zones intermédiaires, souvent avec des villes moyennes. On reparlera de cette thématique des villes petites et moyennes, mais c'est aussi un autre type de bassin de vie dynamique. Et puis, on a 4% de bassins de vie urbains qui sont dynamiques, mais qui représentent évidemment presque 60% de la population. Alors ça, c'était une première réflexion un peu cartographique et statistique. Maintenant, si on essaye de revenir sur cette notion de territoire apprenant, peut-être juste en quelques mots, quelle est l'origine de cette notion d'organisation apprenante et on réfléchit à élargir à la notion de territoire apprenant. Bon, je ne vais pas refaire une revue de littérature, mais ces questions sur l'apprentissage organisationnel, les organisations apprenantes, renvoient notamment à des travaux de Chris Argyris, de Donald Schoen, qui
qui montre le lien entre cet apprentissage organisationnel et le développement et l'action au sein des organisations. Les travaux de Garwin vont insister sur ces organisations apprenantes qui sont capables de créer, d'acquérir, de transférer des connaissances, de modifier leur comportement en fonction justement de ces connaissances, de ces savoirs et de la prise de conscience de l'ensemble de ces connaissances. D'autres travaux plus récents insistent sur les contours de ces notions d'organisation apprenante. Je pense à l'ouvrage de Pierre Senge sur la cinquième discipline. Et puis, notre collègue clermontois Alain Bouvier avait donc dans un de ses petits ouvrages sur management et sciences cognitives avait proposé cette définition d'une organisation intelligente ou d'une organisation apprenante qui est donc un système d'action et de conduite de l'action qui s'organise pour apprendre en permanence à travers son travail, pour capitaliser l'ensemble des savoir-faire, des compétences, pour transmettre ces savoir-faire, ces compétences, le tout pour atteindre des objectifs en fonction des évolutions de l'environnement, des ressources, de la culture, des représentations qu'ont les groupes d'acteurs. Alors, c'est une première définition des organisations apprenantes, et l'idée est peut-être de se dire que cette définition des organisations apprenantes peut être élargie donc à l'échelle des territoires. Alors, à l'échelle des territoires, l'idée, c'est donc aussi que les apprentissages, les savoirs, les connaissances collectives, les systèmes de connaissances et d'innovation jouent un grand rôle pour le développement des territoires. Et donc, la formation devient un facteur essentiel du développement des territoires. Alors, la formation, elle peut passer par des services scolaires qui ont été évoqués tout à l'heure par Chloé, mais c'est aussi l'idée que l'éducation peut être au service des territoires pour le développement de l'emploi, pour l'ancrage de l'économie dans les territoires, avec la volonté de stimuler l'activité économique, évidemment, en jouant sur toutes ces formes d'apprentissage, sur l'innovation, sur les activités culturelles et artistiques, sur l'utilisation aussi, je dirais, l'utilisation créative des technologies numériques, des technologies de l'information, de la communication. Et puis, évidemment, cette éducation au service des territoires, c'est aussi la capacité peut-être d'anticiper par rapport à des nouvelles activités, à des nouvelles fonctions qui vont développer ces territoires, notamment ruraux, qui vont améliorer les compétences, les capacités finalement des habitants, en prenant appui sur la connaissance, la culture, comme un facteur clé de conscientisation, un facteur clé de lien social. Et donc, il nous semble que cette notion d'organisation apprenante peut s'appliquer au territoire et devient finalement un enjeu stratégique qui touche à la fois l'intégration sociale dans les territoires ruraux, les enjeux de citoyenneté, de responsabilité, d'autonomie, finalement, dans ces territoires. Et j'ajouterais que c'est aussi un thème pour revisiter, pour réinterroger la relation rural-urbain, peut-être autour aussi de la notion de réciprocité. On sait par exemple que les jeunes des territoires ruraux vont poursuivre leurs études dans les universités, dans les villes, parfois des grandes métropoles. Finalement, quel retour on peut avoir aussi de la formation de ces jeunes dans les grandes villes vers les territoires ruraux, comment concevoir d'autres formes d'échange, de réciprocité entre les villes où on a les grandes écoles, les universités, puis les territoires ruraux qui peuvent avoir besoin aussi de ces ressources et voir comment on peut mieux relier l'ensemble. Donc voilà, il me semble que cette notion de territoire apprenant peut être une notion clé, peut-être un nouveau paradigme pour le développement des territoires ruraux. Ça renvoie aussi à l'idée finalement que dans un territoire,
les connaissances sont finalement hybridées, sont associées. Et se déploie tout au long de la vie. Alors vous avez un petit schéma qui rappelle de façon très très simple que finalement quand on parle de connaissances, de formation, d'éducation, eh bien ça démarre à l'école, ça continue à l'université, mais il y a aussi des formes d'éducation professionnelle, il y a toutes les formes de connaissances qui sont transmises de façon informelle ou non formelle. Il y a toutes les connaissances qui sont transmises dans le travail, avec notamment des savoir-faire. Et puis, il y a cette idée de formation tout au long de la vie qui est importante et qui est promue notamment par l'UNESCO à l'échelle mondiale. Le petit schéma sur la droite rappelle aussi un travail de Pierre-Antoine Landel, notre collègue géographe de Grenoble, qui montre aussi que les connaissances, les savoirs s'hybrident finalement au cours du temps. Et ce petit schéma, il insiste finalement sur trois formes de connaissances, des connaissances qui sont locales, transmises localement, de génération en génération, qui ont pu occuper autrefois une place très très grande, qui ont parfois un peu reculé. Puis il y a des connaissances qui sont diffusées par transfert, y compris depuis des villes, des métropoles, des connaissances un peu descendantes, y compris dans les systèmes éducatifs. Celles-ci, elles ont souvent connu un développement important dans les années 60, 2000. Et puis, il y a enfin des connaissances nouvelles qui se construisent dans l'action, dans les projets qui sont développés dans les territoires. Et l'hypothèse de Pierre-Antoine Landel, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une période où justement, toutes ces formes de connaissances sont en train de s'associer, des connaissances construites dans l'action, dans les projets de développement, des connaissances qui sont aussi diffusées de façon un peu verticale. Et puis, il y a un retour aussi des connaissances locales. Et donc aujourd'hui, on est dans une période peut-être de transition dans laquelle toutes ces connaissances dans les territoires ruraux sont en train de s'associer. Deuxième point dans mon intervention, je voulais juste prendre un exemple un peu concret dans le Massif central, au sud de Clermont-Ferrand, avec cet exemple de l'Aubrac, ce plateau de l'Aubrac dans la montagne, qui a été bien étudié, y compris avec un ouvrage récent de 700 pages, qui présente un peu les 50 ans de développement de ce territoire. Je ne veux pas reprendre évidemment tout ce travail, mais juste souligner quelques idées. D'abord, ce territoire de l'Aubrac que vous avez de la carte, d'abord dire que c'est un territoire dépeuplé qui a connu donc un dépeuplement très très fort dans un contexte donc de territoire de montagne avec des conditions climatiques, bioclimatiques difficiles. On est dans cette diagonale du vide, comme on l'appelle en France, avec des densités souvent très faibles, et puis un territoire confiné ou de confins entre plusieurs régions, plusieurs départements, donc une région assez isolée. Pour autant, c'est une région qui est un peu emblématique, souvent évoquée, souvent citée, d'un développement récent autour de l'agriculture, de l'élevage en particulier, et d'un développement des activités globalement, des différentes fonctions de ce territoire, donc des activités liées à l'élevage et à la renaissance de la race bovine locale, autour des activités, on va dire, artisanales, notamment la relance de la production de couteaux, de l'aïeul, autour du tourisme et des activités touristiques, jouant beaucoup sur la valorisation du patrimoine, de différentes formes de patrimoine, et y compris de la gastronomie. Cet ensemble de ressources ont été reliées, si je puis dire, aujourd'hui par l'affirmation, par la reconnaissance d'un statut de parc naturel régional depuis 2018.
Ce qui est intéressant dans ce territoire, c'est aussi ce que l'on a appelé parfois l'esprit des lieux, c'est-à-dire ce territoire, il a une vraie identité et il est resté fidèle à ses ressources, à l'ancrage de ses activités, à on peut dire à une forme de culture locale, donc cet esprit local, cet esprit des lieux, cette mémoire collective a toujours été valorisée. Dernière idée, quand on regarde un peu le processus de développement, on voit que c'est un développement qui est lié très fortement à la dynamique sociale, à la dynamique culturelle des habitants du territoire, alors qu'il s'agisse d'habitants qui résident sur le territoire ou d'habitants qui ont quitté le territoire dans une forme de diaspora, comme on peut la connaître dans beaucoup de pays méditerranéens. Donc cette relation entre les résidents et les membres de la diaspora est très très forte. Donc ce rôle des dynamiques locales, l'efficacité des réseaux locaux, des organisations collectives, avec la place de leaders. Je cite ici celui qui a été jusqu'à une date récente le président du parc naturel régional, André Valadier, et d'autres leaders ont joué un rôle. Et puis aussi, et je voudrais juste insister là-dessus, le fait que ce territoire a été au cœur de nombreuses recherches pluridisciplinaires. Des chercheurs travaillent sur ce territoire depuis 50 ans, depuis un premier programme de recherche dans les années 60, la RCP Aubrac, avec différents chercheurs, agronomes, géographes, etc. Et puis, plus récemment, ensuite, le relais a été pris par les chercheurs de l'INRA, aujourd'hui de l'INRAE. Donc voilà, quelques images de ce territoire de montagne, de ces hauts plateaux, avec cette race locale revalorisée. L'idée aussi sur ces cartes, sur une période qui court depuis les années 80, donc au centre, l'idée aussi que ce territoire, même si c'est encore timide, accueille de nouvelles populations. Donc on a ici des cartes du solde migratoire, hein, du solde entre les départs et les arrivées. Vous voyez qu'une bonne partie de ce territoire est aujourd'hui attractif et accueille de nouvelles populations. Du coup, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, quelles sont finalement les conditions d'émergence d'un territoire apprenant? Je dirais que finalement, un territoire apprenant, c'est une organisation qui est à la fois une dynamique, mais qui est un assemblage de spécificités à la fois matérielles, organisationnelles et symboliques. Avec d'une part, j'ai beaucoup insisté là-dessus, l'ancrage dans le territoire pour à la fois valoriser les ressources, construire les ressources et être dans des dynamiques collectives de projet. C'est autre part des dynamiques apprenantes, des dynamiques d'intelligence collective. Et c'est enfin la prise en compte, évidemment, des conditions externes de durabilité. Concernant l'approche de l'ancrage territorial, ben c'est finalement cet assemblage de ressources écologiques, de réseaux, de relations, de situations dans des écosystèmes locaux, de ressources technologiques, de ressources sociales et technologiques, la valorisation des savoir-faire. Ce sont également des organisations collectives d'acteurs qui coopèrent, qui créent des partenariats. C'est la place des leaders, hein, les formes de cohésion et de recherche de gouvernance spécifiques. Et puis, c'est la place que peut jouer, alors on rejoint la question des dynamiques apprenantes, la place que joueront des acteurs intermédiaires qui peuvent être des chercheurs, des scientifiques, qui peuvent être des animateurs finalement dans ces territoires. Et puis enfin, cet ancrage territorial, c'est une place importante accordée à la culture, à des valeurs éthiques, à un système de valeurs partagées. C'est une identité territoriale qui est forte, mais qui est aussi ouverte et partagée. Et enfin, c'est tous ces savoir-faire, toutes ces compétences inscrites dans le territoire. Sur le plan des dynamiques apprenantes, des dynamiques d'intelligence collective, dans ces territoires, il y a un besoin de formation, d'information.
il y a cette hybridation des savoirs que j'évoquais tout à l'heure, toutes ces formes de savoir tout au long de la vie qui s'associent, qui se complètent, hein, qui s'hybrident. C'est la place de la mémoire collective et on voit que évidemment la culture va jouer un très grand rôle, mais ce sont aussi des innovations, des expérimentations, la place de formes de recherche-développement. C'est comment on capitalise aussi tout ça. Dit autrement, c'est toute cette recherche aussi de bonnes pratiques, hein, qui sont au cœur aussi de notre projet un peu culte rural. C'est aussi la recherche de régulation, d'évaluation. Enfin, sur le plan des conditions externes, ben, c'est évidemment prendre en compte l'économie globale et les chaînes de valeur globales, c'est prendre en compte toutes les formes de transition, y compris la transition environnementale que nous connaissons. C'est des réseaux d'échange et d'influence qui sortent du territoire, hein, et c'est pour ça que j'ai évoqué les enjeux autour des migrations, de la diaspora. Et puis, ce sont les politiques publiques, et on peut ici évoquer aussi les politiques publiques en faveur du maintien de services publics dans ces territoires. Voilà un peu la première approche d'un territoire rural apprenant. Alors, si maintenant on essaye pour terminer, de voir quelles sont un peu les conditions d'émergence d'un territoire apprenant, il me semble que dans la littérature, on voit apparaître quelques idées qui reviennent souvent sur la construction d'un territoire apprenant, avec deux processus essentiels. Un processus qui touche plutôt les réseaux d'acteurs, les dynamiques collectives, et puis un processus qui va toucher davantage, et c'est lié, les dynamiques locales d'apprentissage, hein, et d'hybridation des formes de savoir dans les territoires. Du côté des processus touchant les réseaux d'acteurs, ben, c'est l'idée qu'il faut des communautés locales, des organisations collectives, qu'il faut des acteurs intermédiaires, hein, j'insiste de nouveau là-dessus, qu'il faut des formes de gouvernance territoriale adaptées, inclusives, que l'on a besoin de réseaux d'émulation, hein, qui vont parfois dépasser la petite communauté locale et qui vont s'ouvrir plus largement, qu'il est nécessaire d'avoir des leaders, des pionniers, des innovateurs qui vont lancer, des entrepreneurs finalement, qui vont aussi lancer des projets, des dynamiques, qu'il est important d'avoir des lieux d'échange, de coopération. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de tiers-lieux, hein, de lieux qui vont permettre ces coopérations. Et puis enfin, dans ces processus, peut-être une place à accorder aussi aux usages numériques, au développement des usages numériques. Et on a vu par exemple que les cartes virtuelles présentées par Martine pouvaient contribuer aussi à cette dimension inscrivant finalement les acteurs, leurs projets, les services présents, les actions conduites dans l'espace. Du côté des dynamiques d'apprentissage, ben je réinsiste sur cette idée d'hybridation des savoirs, sur cette idée de culture collective et de mémoire collective, sur la place des chercheurs et des innovations, hein, dans une approche pluridisciplinaire, sur l'importance des formations qui vont apporter davantage de capacité aux habitants et qui vont permettre tout au long de la vie finalement de se former, et puis des approches stratégiques, prospectives, évaluatives, qui sont au cœur finalement des organisations apprenantes. En conclusion, finalement, comment faire émerger une dynamique apprenante dans un territoire rural? Il me semble qu'on peut peut-être concevoir un peu trois temps, trois périodes, trois phases dans l'émergence des territoires apprenants. Une première phase qui va partir des questions authentiques du territoire, des problématiques, des questions qui impliquent l'ensemble des habitants d'un territoire dans une perspective inclusive, systémique, vivante, avec une culture partagée de l'innovation, avec une culture partagée aussi du leadership qui va accepter le droit à l'erreur, voilà, l'expérimentation, le soutien mutuel, la bienveillance, et qui va mobiliser des méthodes d'intelligence collective,
de co-conception, de création. On va reparler dans le séminaire aussi de tout ce qui est fait avec les habitants, y compris des cartes qui vont être construites avec les habitants. Une approche d'innovation ouverte, de créativité, hein, qui est importante dans cette première phase. Dans une deuxième phase, il est important de créer des expériences concrètes et finalement de coopérer et de proposer des formations diverses, hybrides, pour créer du lien, pour accroître le pouvoir individuel et collectif d'agir. Il me semble que ce deuxième temps, il est un peu au cœur du projet Culte rural. Et puis une troisième période qui va viser à soutenir les communautés pour créer davantage de réseaux, pour mettre en réseau l'ensemble des acteurs, pour définir peut-être des nouvelles formes de gouvernance dans les territoires, en mettant en œuvre toujours ces méthodes d'intelligence collective, de prospective, d'évaluation, de mobilisation des usages numériques et toujours d'innovation ouverte avec les habitants. Voilà, je vous remercie.